Alors merci au Collège de France et merci à Jean-Louis Cohen pour cette invitation donc à faire une intervention sur la restauration de l'architecture du XXe siècle, notamment par ses modes de recherche. La restauration et son projet se nourrissent des différents modes de recherche de l'histoire de l'architecture. Forçant volontairement le trait pour être le plus clair possible sur la question, nous pourrions dénoncer qu'elle fait appel à deux types d'histoire, l'histoire de l'historien et l'histoire de l'architecte, ayant chacune un objectif spécifique. La première se situe dans le champ de l'histoire de l'architecture, explorant les aspects esthétiques, sociaux et techniques de l'objet d'étude, usant de l'analyse critique et de la généalogie du projet, convoquant l'usage de l'objet et sa réception, avec un regard très attentif à la construction et ses techniques qu'il insère dans la culture matérielle de son temps. Ce travail de recherche établit de manière raisonnée et non subjective la valeur patrimoniale d'une architecture, phase fondamentale pour sa protection, mais aussi pour la définition de la stratégie d'intervention à retenir parmi les grandes attitudes possibles, de la conservation à la transformation, en passant par la restauration et la rénovation. L'histoire de l'architecte, ou l'histoire matérielle du bâti, comme nous allons l'appeler maintenant, approfondit la connaissance accumulée en intégrant l'histoire de l'objet sur la longue durée de l'objet, et en déterminant les modes opératoires de l'intervention sur celui-ci. L'analyse par le détail des éléments et composants du bâti, de leur conformation, qui va du projet réalisé à sa possible variation à venir, précise ses parties consolidées et son possible devenir. Ce regard rapproché n'est pas une question d'échelle, mais d'attitude de projet. L'analyse des matériaux, de leur mise en œuvre, de ces systèmes constructifs, est prolongée par celle de leur cycle biologique, de leur transformation, amputation, strates apposées, par celle de leur comportement, mais aussi de leur potentiel d'évolution, voire de support de nouvelles matières. L'analyse matérielle contient les objets propres de son développement, les matériaux du rapport autoréflexif entre le bâtiment et le projet de restauration, qui permet de passer d'une connaissance qui prend acte à celle qui instruit le projet. Indissociable des recherches historiques, la restauration convoque et se construit sur les recherches scientifiques et techniques menées par les experts requis pour le diagnostic des dégradations et des manques. En fonction de chaque objet, par nature unique, se constitue dès le début des études une équipe de spécialistes dans les disciplines scientifiques qui approfondissent la connaissance matérielle des bâtiments et aident à préciser la démarche de restauration. Ce sont les ingénieurs civils, les physiciens de la construction, les botanistes, etc. La collaboration étroite avec les laboratoires, citons le laboratoire de recherche des monuments historiques à Paris, l'Istituto per la Valorizzazione dei Beni Culturali à Rome ou l'Instituto Roja à Madrid, est indispensable pour la restauration du moderne et ne manque pas de leur soumettre des questions parfois ardues. Le polyester des coupoles de Heinz Isler, cela se restaure-t-il? Lorsqu'il est élément d'un bâtiment à valeur monumentale, bien entendu, au même titre que les expansions de César en polyuréthane expansé laqué en acrylique blanc. Le patrimoine monumental de l'entre-deux-guerres a été dans son ensemble identifié, son état documenté et sa valeur patrimoniale acquise et confortée par son niveau de protection. La recherche historique a joué un rôle fondamental, relayé par des mouvements d'opinion plus sentimentaux, mobilisés autour de la sauvegarde d'objets iconiques de la modernité héroïque. Néanmoins, nombreuses ont été les démolitions ou les altérations significatives, voire les restaurations approximatives, le monument récent n'étant de toute évidence pas traité avec la même considération que le monument ancien, et les règles déontologiques et éthiques pas toujours respectées. La méthode de recherche que requiert l'histoire matérielle du bâti a été mise à l'épreuve lors de l'étude que nous avons menée récemment sur l'appartement du 24 rue Ningesser-Écoli. Tout au long de celle-ci, il est apparu en effet clairement que, loin de l'image dépouillée que nous restituent les clichés publiés dans les années 30, l'appartement atelier est le résultat d'une stratification complexe aux multiples significations. Véritable chantier permanent, la demeure de Le Corbusier a été, du vivant de l'architecte, un lieu d'expérimentation incessante où les paradigmes de l'œuvre se croisent avec une idée de domesticité très personnelle. D'un état d'origine qui, en 1934, se voulait l'accomplissement des recherches théoriques de l'entre-deux-guerres, à une ambiance plus brutaliste qui puise dans le vocabulaire développé par l'architecte après 1945, la transformation est subtile sans être moins radicale.
Pan de verre, polychromie architecturale, éclairage indirect, modulor, brise-soleil, les grands thèmes de la production de Le Corbusier sont déclinés chez lui avec une intention qui est démonstrative, probante, fortement empreinte d'autoréférentialité. L'état de 1934 ne dure que jusqu'en 1939, pour muer de nouveau en 1948, au moment où s'inaugure la période des grandes transformations des années 50, et ce, bien avant le thème du remplacement des enveloppes de 1964. À la mort de l'architecte, en 1965, l'appartement atelier est donc déjà un palimpseste. Nombre d'interventions successives, en grande partie conduites par d'anciens collaborateurs, viendront s'y rajouter au fil des années sur fond d'un débat théorique très riche qui ménage le pragmatisme des solutions techniques retenues et une certaine déférence envers le maître. L'histoire matérielle de l'appartement atelier se prolonge dans l'histoire matérielle de ses restaurations, où les démarches les plus diverses se croisent et se superposent. De cette enquête sur la longue durée se dégage un constat clair. La chronologie de ces multiples vies apparaît impossible à démêler. La stratigraphie complexe participe de plein droit à l'importance de l'objet construit. À partir de ce postulat, une stratégie s'impose dans le projet de sauvegarde. La conservation de l'état actuel, préservant donc les transformations que Le Corbusier avait conçues au fil des années et restituant, dans les grandes lignes, les aménagements intérieurs. Ainsi, l'objectif était de produire une connaissance exhaustive de l'objet construit, axée notamment sur la définition minutieuse de la substance matérielle, ainsi que les éventuelles transformations qu'ils ont subies depuis leur état d'origine. Sur la base de cette analyse, de proposer une série de recommandations pour l'intervention, d'une part par le repérage des parties sensibles et leurs problématiques, pour permettre le choix le plus judicieux des experts selon leurs compétences spécifiques et les aider dans la phase de diagnostic, et d'autre part par la définition d'une série de lignes guides pour la conservation et la restauration. Si l'histoire matérielle est partie intégrante du projet, le chantier en restauration n'est pas qu'exécution, il est le prolongement de la recherche. C'est un corps à corps avec le document premier et unique, c'est la confirmation de la justesse des hypothèses déduites et des décisions prises. C'est une observation attentive du degré d'acceptation par le bâti, des réparations, du traitement, voire des greffes qui lui sont faites, mais aussi les inévitables, inconfortables, mais souvent stimulantes, découvertes, qui ne se révèlent que lorsqu'on embrasse la totalité de l'objet, au-delà du sondage. Mis au pied du mur, architectes et spécialistes concernés doutent de leur certitude, reparcourent, interrogent les recherches préalables qu'ils élargissent, infléchissent le projet. La petite maison à Corso est en restauration depuis quelques années, alternant période de travaux avec sa fonction de musée. Afin de garantir le meilleur résultat, le maître de l'ouvrage, appuyé par les instances de la conservation des monuments historiques, a convoqué des experts en restauration du moderne, des spécialistes sur la question de la polychromie, les matériaux minéraux et métalliques de façade, restaurateurs d'art, architectes paysagistes, etc. Au plus proche d'une maintenance appuyée, en réalité le nec plus ultra de la conservation, les travaux se sont concentrés essentiellement sur les extérieurs, enveloppe de la maison, jardin et clôture. La maison, construite en 1924, a connu depuis quelques ajouts en 1931, le mur de clôture sur la route et la fruitière, des améliorations, les bardages métalliques sur les façades nord et sud, des réparations et de l'entretien courant. Tout ceci est très bien documenté, notamment dans la correspondance de Le Corbusier avec sa mère, qui y habite et le lui rappelle régulièrement. Les dernières peintures des enduits de façade ont été appliquées en dispersion synthétique blanche, en rupture avec le vert clair des années 20, lorsque l'architecte réalisait ses premiers essais de polychromie architecturale, à la maison La Roche en particulier. En 1951, lors d'une campagne de travaux importante, le blanc est par contre prescrit, mais il faudra des analyses complémentaires pour savoir s'il a été appliqué, car ce n'est pas aujourd'hui confirmé. L'entretien présuppose la conservation de la substance d'origine, garante de l'authenticité matérielle de l'œuvre. Par exemple, que faire avec le profilé HEB 180 qui porte la fruitière et qui est en partie atteint par la rouille? Son remplacement prévu est la pratique courante, mais dans ce cas, son examen minutieux, qui ne pouvait se faire qu'une fois la poutre démontée, et une astuce au repositionnement ont permis de la conserver. La période de référence pour la restauration et la question de l'authenticité ont aussi été au centre du projet pour le jardin de la petite maison, cette chambre extérieure arborisée. Il faut dire que sur la restauration des jardins modernes et des ensembles paysagers, entre nature et architecture, la recherche n'en est qu'à ses débuts.
Si l'ensemble des bâtiments phares de la modernité sont identifiés ou restaurés, il en est qui disparaissent, comme l'intérieur du Moulin d'Épaisse transformé par Alberto Sartoris en club culturel en 1933, et puis qui sont redécouverts récemment. C'est un bâtiment qui a quelques encablures de la petite maison, et c'est assez intéressant de les comparer en tant qu'objet et en tant que processus de restauration. Malheureusement, ce qui devrait constituer une base solide pour la recherche continue manque souvent à l'appel. Il s'agit de la documentation du chantier, qui constitue un savoir cumulatif inestimable et informe l'histoire matérielle du projet de restauration. La recherche et l'enseignement sur la restauration tout court, et sur celle du XXe siècle en particulier, est plutôt rare dans le monde académique, dans les écoles d'architecture, les universités et les écoles polytechniques. Hormis en Italie, mais les récentes réformes la réduisent drastiquement. Quelque peu obnubilée par la formation de l'architecte généraliste, designer des smart cities à venir, elle y est vue comme une spécialisation, un savoir de pointe, certes, mais périphérique. Pourtant, si l'on considère que ces méthodes sont incontournables pour projeter dans l'existant, et que l'existant construit au siècle passé est le lieu même de l'exercice du métier d'architecte au XXIe siècle, il y a de quoi être surpris que cette discipline qui parcourt la théorie, l'histoire, la construction, la statique, le projet, ne soit pas au programme de toutes les écoles, ne serait-ce que par sa puissance pédagogique. Partagée entre technique et humanité, elle n'attire que peu l'attention des bailleurs de fonds institutionnels pour la recherche, avec des projets peu emblématiques et sans grande visibilité en confrontation de problématiques comme, par exemple, l'énergie ou les transports. Néanmoins, à l'occasion d'un appel d'offres en 2008 financé par la Conférence universitaire suisse pour promouvoir la recherche en architecture, les écoles polytechniques de Lausanne et de Zurich, ainsi que l'Université de la Suisse italienne, ont collaboré à une recherche structurante sur la restauration et la réutilisation de l'architecture au XXe siècle, avec pour ambition d'établir un savoir raisonné sur le sujet et dont les résultats sont en cours de publication. Mais les recherches se font en général de façon plus fragmentée, souvent confiées à des écoles au savoir technique reconnu, comme l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro de Rome, fondé par Brandi, ou la Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst de Hildesheim, d'où le professeur Ivo Hammer lancera plusieurs recherches pour aboutir à la restauration de la villa Tugendhat et notamment de son enduit. Mies n'a pas utilisé la brique de parement, ni un enduit ribé fin comme Gropius ou Bauhaus, mais un enduit local texturé à base de chaux de potassium, de silicate, de caséine et de pigment ocre, badigeonné à la chaux teinté de jaune. La peinture blanche de 1985 a été enlevée au microscalpel pneumatique, le sablage s'avérant trop destructeur. Le socle côté jardin se fissurant à cause d'une fondation défectueuse, son enduit a été retiré en une seule pièce, selon la technique dite stacco a macello, puis reposé après consolidation du support. Tout le soin de la conservation des peintures murales anciennes a été amené dans cette restauration respectueuse de la matière d'origine. En restauration, le chantier est le seul banc d'essai, et le geste technique n'est pas neutre, mais empreint de culture et de théorie. Chaque chantier d'une œuvre iconique fait l'œuvre de réunions de travail, les architectes et responsables en charge faisant appel à un réseau international d'experts, parfois constitué de manière officielle, comme c'est le cas pour la maison Tugendhat, parfois de manière beaucoup moins formelle, comme lors de la restauration de la bibliothèque de Viborg. L'International Specialist Committee of Technology de l'Organisation Docomo International, dont l'engagement en matière de sauvegarde du moderne est bien connu, s'y est réuni à de nombreuses occasions pour échanger stratégie, technique et gestion de projets de cette complexité, dans une mise en commun des connaissances issues de recherches basées sur les expériences des professionnels, comme la restauration du Sonnenstrahl ou de la Maison de la Culture d'Alto, et les compétences de chercheurs académiques d'universités européennes ou du Getty Research Institute. La bibliothèque a été rénovée une première fois en 1955-62 sur décision des autorités soviétiques, puis de 1994 à 2013 par une collaboration russo-finnoise. À la réparation des pans de verre, notamment celui d'escalier, des portes et fenêtres en acier, des fameux hublots horizontaux, s'est ajoutée la reconstitution des intérieurs, la salle de conférence au plafond plissé en lame de pin et le volume à différents niveaux de la salle de lecture. L'éclairage, les revêtements, les partitions et le mobilier ont été restitués pour privilégier l'unité de l'œuvre à tous titres exceptionnels. La reconstruction à l'identique, que personne n'oserait remettre en cause à Viborg, pose néanmoins au niveau théorique une question de fond.
Si elle est généralement proscrite dans le patrimoine ancien, comment se fait-il qu'elle soit largement pratiquée lorsqu'il s'agit d'architecture du XXe ? Que l'on reconstruise le pavillon de l'Esprit Nouveau ou celui de l'Allemagne à Barcelone peut être considéré comme un jeu original, témoin de notre affection pour leurs auteurs ou une sorte d'hommage didactique. Mais de la reconstruction d'un quartier comme celui du Weissenhof, une opération qui a maintenant plus de 30 ans, quel bilan critique pouvons-nous en tirer aujourd'hui, à l'heure où certains bâtiments viennent d'être restaurés, entre guillemets, pour la deuxième fois ? Peut-on concilier les attentes des locataires, des propriétaires et celles des instances de la conservation ? Au détriment de l'architecture, de toute évidence, dans ce qui a été un retour à une origine en grande partie disparue, un nettoyage des ajouts vécus comme dégradants et une amélioration technique destructrice. Alors, recherche ou création ? La question mérite d'être posée. Au Parque Güell, de grands travaux de restauration ont eu lieu pour réparer les dégâts provoqués par les eaux pluviales qui s'infiltraient à travers le parterre en terre de la célèbre terrasse panoramique et dont les canalisations étaient en fin de vie. Les architectes en charge ont proposé une démarche originale pour la restauration du banc ondulé continu. Ne maintenant que les fragments du revêtement en meilleur état de conservation, ils ont chargé les ouvriers de briser les carreaux décoratifs et de les mettre en œuvre selon la technique du trencadís sur le reste du banc. Le procédé de production a été reproduit, mais la matière originale ainsi que l'image, un appareil décoratif dont la symbolique est due à Josep Maria Jujol, ont été irrémédiablement perdus. Ces, par ailleurs, excellents architectes et enseignants ont fait appel à une démarche de recherche pour le projet Ex Novo, qui se distingue radicalement de celle qui instruit la restauration. La notion de créativité propre à l'architecture neuve passe en second plan dans le projet dans l'existant, ou plutôt change de nature. Les analyses matérielles et l'acuité de l'observation de l'architecte restaurateur, aux gestes volontairement invisibles, construisent les fondements d'un projet par définition exigeant. Dans les années 60 du siècle dernier, alors que voyait le jour l'inventaire général en France ou la création de l'Ufficio Centrale per il Catalogo del Ministero della Pubblica Istruzione en Italie, se construisaient simultanément à grande vitesse les villes européennes. Ironie et précipitation de l'histoire, 50 ans plus tard, alors que les inventaires ont considérablement élargi leur champ d'investigation, du patrimoine industriel et scientifique et technique aux architectures du XIXe et puis aux modernes, puis aux jardins, c'est le patrimoine bâti le plus récent, celui d'après-guerre. C'est pour le patrimoine bâti d'après-guerre que l'on doit les dresser, de toute urgence, car sa transformation, plus ou moins lourde, est quotidiennement à l'ordre du jour, provoquée par des entretiens nécessaires auxquels se greffent des mises à niveau énergétiques draconiennes et des exigences de rentabilité financière incontournables. La valeur patrimoniale du bâti d'après 1945 se précise, la notion de monument s'élargit progressivement et la recherche est engagée, dans l'urgence, sur ce champ également, parfois de manière surprenante. Des études de rénovation du grattacielo Pirelli sont en cours sur la base d'un avant-projet standard, quand un avion de tourisme percute le bâtiment et explose à l'intérieur, l'endommageant gravement. Le choc passé, les travaux de transformation sont encadrés par une commission scientifique d'experts confirmés dans la discipline de la conservation. Cette commission, tout en redressant le sens et les objectifs de cette restauration au plus près de ses convictions et de ses méthodes. Les objets fonctionnels du projet et l'équipe de maîtrise d'œuvre sont retenus, architectes et bureaux d'études restent inchangés. Mais ce que l'on peut appeler dès lors restauration devient un processus critique et scientifique des plus intéressants, qui privilégie la voie de la conservation monumentale basée sur sa solide expérience théorique et pratique et abandonne l'alternative qui consiste à substituer les façades par rénovation à l'identique avec des technologies et des matériaux plus performants. Les 70 000 m² de murs rideaux sont démontés pièce par pièce, les châssis en aluminium nettoyés et réanodisés tout en conservant leur patine historique, les joints et les vitrages remplacés, et le tout est remonté, chaque pièce à sa place initiale. Si Gio Ponti insère son gratte-ciel dans la ricerca della forma finita comme une critique au gratte-ciel américain parallélépipédique et interchangeable, sa restauration en est une à la rénovation du Lever Building, privilégiant la conservation de la matière à la reconstruction de l'image et soulignant le clivage entre les deux cultures. La reconstruction est, certes, assez généralisée en Europe aussi.
Néanmoins, au cours de ces dernières 15 années, nous avons assisté à un véritable changement de paradigme en ce qui concerne la sauvegarde des façades légères emblématiques du XXe siècle. Évoluant de la rénovation de celle du siège administratif de Nestlé à Vevey, par exemple, vers des interventions plus respectueuses, comme celle du Bergpolder à Rotterdam ou du gratte-ciel Pirelli à Milan. Au-delà d'une production exceptionnelle, parfois spectaculaire, lors des 30 Glorieuses se sont construits des logements en masse, entraînant une expansion sans précédent de la ville européenne. Et, s'il s'agit souvent d'une production diffuse et ordinaire, certaines opérations sont reconnues comme de grande qualité, voire ayant valeur de monument. Construites avant les chocs pétroliers et le soutien unanime au développement durable, leurs systèmes constructifs ne répondent logiquement pas aux normes à respecter aujourd'hui, et leur remise à niveau entraîne une greffe générale du visage de ce qui représente la grande majorité du bâtiment existant. Il faut en prendre conscience. L'enjeu patrimonial et l'enjeu énergétique soutiennent tous deux le développement durable par la préservation de ressources culturelles et naturelles, mais aboutissent à des positions généralement considérées comme inconciliables. Mener une réflexion synthétique sur ce thème majeur concernant la restauration du patrimoine d'après 1945 a été l'objectif de notre recherche menée ces dernières années sur les enveloppes de la Cité du Lignon à Genève, ensemble remarquable d'habitations des années 60, dont la valeur patrimoniale est reconnue par une mesure de protection bien adaptée à son échelle urbaine, un plan de site qui a été adopté en 2009. La recherche a visé à définir une stratégie d'intervention ad hoc en fonction de la spécificité matérielle des bâtiments, afin de cerner leurs carences, mais aussi de déterminer leur potentialité. Le comportement énergétique du bâtiment est examiné au même titre que les autres paramètres du diagnostic traditionnel, appuyés par les expertises en laboratoire. Le projet de restauration des 125 000 m² des enveloppes légères en bois, verre et aluminium de la Cité qui en découle est le résultat d'une minutieuse pesée des intérêts en jeu, permettant de répondre aux principes essentiels de la sauvegarde du patrimoine moderne par la conservation de la matérialité existante des enveloppes et de satisfaire aux impératifs d'économie d'énergie dans le respect absolu des normes en vigueur. En mettant en place des stratégies allant de la simple maintenance à la façade neuve, la recherche académique appliquée se propose, par leur comparaison systématique, d'approfondir les solutions techniques aussi bien que leurs présupposés théoriques. Il ne s'agissait pas d'élaborer un projet de sauvegarde pour les enveloppes, mais de proposer plusieurs solutions, hiérarchisées selon leurs conséquences sur la matérialité existante. Une vision synthétique, obtenue par une analyse multicritère des variables patrimoine, économie et énergie, a conforté la notion de bâti existant comme ressource. Et la solution la plus adaptée s'est dessinée à partir de ce postulat. La pesée des différents intérêts a conduit ainsi à privilégier non pas le remplacement des enveloppes, mais des procédures de remise en état, de rénovation. Cette recherche, qui intègre la variable supplémentaire d'adéquation normative, généralement absente de la restauration monumentale, répond aussi à la définition de conservation programmée, anticipant les transformations inévitables. La recherche telle que se pratique en histoire de l'architecture sur les grands ensembles contribue à leur reconnaissance patrimoniale et évite les démolitions ou restructurations radicales, comme cela a failli être le cas pour la Cité de l'Étoile à Bobigny, sauvegardée grâce à une mission d'expertise suite à son instance de classement in extremis. Toutefois, si histoire et projet restent deux segments de savoir sans aucune connexion ou trop éloignés, le risque est de voir se multiplier les interventions entre guillemets créatives des architectes suite à des études historiques préalables sans attention à la matérialité du bâti, et produire, dans le meilleur des cas, les nouveaux visages de Park Hill à Sheffield ou de la Cité des Courtilières à la Seine-Saint-Denis. Pire encore, lorsque le projet est tenu tellement éloigné et que la seule bataille à gagner est le classement au titre de monument historique, son refus sonne le glas pour l'ensemble construit, comme l'atteste la démolition en cours de Robin Hood Gardens en banlieue londonienne. Pour éviter ces écueils, le monument du XXe et sa conservation devraient bénéficier de la recherche académique opérationnelle telle qu'elle est solidement aujourd'hui expérimentée. La recherche opérationnelle est menée aussi directement par des professionnels avisés. Les restaurations informent en même temps le projet et son histoire, situant le champ de la recherche clairement dans l'opératoire. Citons le travail de John Allan lors de l'établissement des lignes guides pour la restauration des ensembles Barbican et Golden Lane à Londres, le résultat de l'ensemble des expériences du bureau dans la sauvegarde du patrimoine moderne, notamment sur l'œuvre de Lou Betkin, dont il écrira la monographie de référence.
De manière similaire, les travaux de Wilfried Brehne sur la Siedlung de l'oncle Tom à Berlin le porteront à développer des études scientifiques plus générales sur la polychromie dans l'œuvre de Bruno Taut. L'histoire matérielle du bâti moderne et contemporain est une précieuse clé de lecture des projets sur le patrimoine existant, tant en termes de méthode que leur implication culturelle. L'évolution et la reconsidération du projet de sauvegarde des monuments modernes et du passé récent se précisent avec une grande rapidité, et ce à l'échelle européenne, voire nord-américaine. Des lignes de force se sont profilées ces dernières années dans la pratique, les situant dans un riche débat engagé depuis la fin du XVIIIe. Non seulement la notion élargie de bien culturel favorise l'attention qu'on accorde aujourd'hui au patrimoine récent, mais également une nouvelle considération de la substance matérielle du bâti marque un progressif changement d'attitude significatif et très certainement salutaire. La notion d'authenticité en toile de fond, une véritable histoire matérielle du projet de sauvegarde, mérite aujourd'hui d'être écrite et cette tâche est d'ores et déjà en cours. Ce champ de recherche établit un savoir articulé, très largement inédit, d'une part sur le bâti du XXe et de l'autre sur l'histoire de sa restauration. Ainsi, l'histoire matérielle du bâti résume les divers modes de recherche en restauration qui fabriquent un savoir cumulé, des connaissances multiples et établissent sa valeur architecturale. De plus, en tant que substrat au projet d'intervention dans un existant monumental, elle devient savoir en action et développe une recherche opératoire par une approche qui synthétise les aspects techniques, méthodologiques et leur implication culturelle. À l'inverse, l'observation des projets et réalisations dans l'existant alimente l'histoire matérielle des pratiques de la sauvegarde du bâti du XXe et en trace les lignes de force. Elle permettra de relire et de comprendre l'architecture et son existence, non seulement par l'étude des bâtiments neufs, qui ne le restent jamais longtemps, mais aussi par celle de leur modification, stratification ou démolition, qui s'entrelacent avec les permanences et mutations de la ville, du territoire et du paysage, auquel appartient aussi ce caractère de palimpseste, de chantier permanent de transformation et de restauration. Merci.